À peine 3 minutes après le début de la confrontation, le HMS Hood explosa dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Sur les 1418 marins à son bord, seuls 3 survécurent à la catastrophe. La cause de ce désastre? Un seul cuirassé allemand, engagé pour la toute première fois dans une mission de combat. À Londres, le Premier ministre Winston Churchill, le visage rouge de colère, ne prononça que 6 mots, devenus bientôt célèbres: couler le Bismarck, à n'importe quel prix. Dès lors, la Royal Navy mit sur pied la plus vaste traque navale de toute son histoire. Une armada impressionnante fut mobilisée. 6 cuirassés, 2 porte-avions, 13 croiseurs et 21 destroyers, tous animés d'un objectif unique. Le Bismarck, monstre d'acier de 50 000 tonnes, disposait de 8 canons de 380 mm dont la portée dépassait celle de n'importe quel adversaire britannique. Équipé d'un radar capable de détecter les avions avant même qu'ils ne soient visibles à l'œil nu, et protégé par une compartimentation interne conçue pour le rendre quasiment insubmersible, il semblait invincible. Pourtant, derrière cette apparence d'invulnérabilité, la fierté de la Kriegsmarine portait déjà une blessure invisible. Une traînée de pétrole, échappée de ses cales, trahissait sa position dans l'immensité grise de l'Atlantique, attirant inexorablement l'attention des avions ennemis. Le 14 février 1939, un vent glacial balayait la surface de l'Elbe. Ouvriers, officiers de marine et dignitaires se rassemblèrent sur les chantiers navals Blohm & Voss de Hambourg. Au centre de la cérémonie solennelle se dressait la coque encore inachevée du nouveau fleuron de la flotte allemande, le cuirassé Bismarck. Après près de 3 années de construction, le moment était venu pour lui de toucher l'eau pour la première fois. Ce fut Dorothee von Löwenfeld, petite fille du chancelier de fer, Otto von Bismarck, qui brisa une bouteille de champagne contre la proue du navire, lui donnant officiellement son nom. Adolf Hitler lui-même prononça un bref discours devant la foule rassemblée, soulignant l'importance nationale de cet événement. Officiellement présenté comme respectant les limitations des traités navals internationaux, le Bismarck dépassait pourtant largement les 35 000 tonnes autorisées. Chargé et armé, il en déplaçait plus de 50 000. Chaque dimension révélait son ambition. 251 mètres de long, 37 mètres de large, une autonomie impressionnante de plus de 18 000 km. Quand il fut finalement mis en service, en août 1940, le commandement en fut confié au capitaine Ernst Lindemann, connu pour sa rigueur et son sens du devoir. À ses ordres, un équipage de plus de 2200 hommes, dont près de 2000 simples marins. Mais l'empressement de Hitler et de la Kriegsmarine à le déployer révéla vite un défaut majeur. Le colosse était presque ingouvernable lorsqu'il ne se servait que de ses moteurs. En attendant que les ingénieurs trouvent une solution, une longue série de contretemps logistiques, un accident dans le canal de Kiel, les rivières prises par les glaces, les bassins encombrés, maintint le cuirassé à quai pendant des semaines. Pour Lindemann et ses officiers, coincés dans le port, ce fut une période de frustration intense. Chaque jour perdu éloignait le navire de sa raison d'être. Au moment où il fut enfin prêt pour le combat, au printemps 1941, la stratégie navale allemande dans l'Atlantique était déjà sur le déclin. Le Scharnhorst et le Gneisenau, vétérans des campagnes précédentes, étaient immobilisés à Brest pour réparation, tandis que le Tirpitz, jumeau du Bismarck, n'était même pas encore équipé à Wilhelmshaven. Conscient que la Kriegsmarine ne pouvait affronter directement la Royal Navy dans une bataille rangée, le grand amiral Erich Raeder prôna une tactique de harcèlement du commerce maritime. Frapper les convois alliés isolés, éviter à tout prix une confrontation avec les grandes unités ennemies. C'est ainsi que fut conçue la première mission opérationnelle du Bismarck, l'opération Rheinübung. L'idée était simple sur le papier: briser le blocus allié dans l'Atlantique, échapper aux grands navires britanniques, retrouver des ravitailleurs déjà positionnés, frapper sans retenue la flotte marchande. En réalité, ce n'était plus une démonstration de puissance, mais un pari risqué. Même l'amiral Günther Lutyens, commandant de la mission, aurait préféré attendre des renforts. Mais Berlin en avait décidé autrement. Le Bismarck devait partir, coûte que coûte. Le 18 mai 1941, sous un ciel bas et chargé du Baltique, le Bismarck appareilla de Gotenhafen, escorté du croiseur lourd Prinz Eugen et de 3 destroyers. Lutyens supervisait tout, comptant sur la discrétion pour réussir son passage en Atlantique. Un passage par la Manche? Impossible.
Trop étroit, trop exposé, trop surveillé. La route choisie fut celle du nord, longeant les côtes de la Norvège neutre, où les nuits encore longues et les mauvais temps servirent de couverture. De là, il s'agissait de franchir le détroit du Danemark, l'une des rares zones encore mal couvertes par les patrouilles aériennes et navales alliées, pour rejoindre l'immensité de l'Atlantique. Une fois libre, le Bismarck pourrait s'attaquer aux convois marchands avant de rejoindre Brest, où les Scharnhorst et Gneisenau devaient ultérieurement l'épauler. Le 20 mai, la formation allemande franchit le Kattegat. Mais la discrétion espérée fit long feu. En mission de reconnaissance, le croiseur suédois Gotland aperçut le groupe naval et transmit un rapport succinct, comme le voulait la neutralité stricte de Stockholm. Ce message, relayé dans les canaux adéquats, finit par atteindre Londres dans la soirée, non sans avoir été intercepté au préalable par le Bismarck lui-même, dont les opérateurs radio suivaient nerveusement chaque impulsion venue de l'éther. L'amiral Lutyens informa l'état-major allemand de l'incident, mais refusa d'imposer un silence radio total, même pour une mission aussi sensible. Une décision qui, avec le recul, allait s'avérer lourde de conséquences. Dès le lendemain, un pilote britannique, Michael Suckling, volant à très haute altitude dans son Spitfire, passa au-dessus de la formation et prit des clichés nets du Bismarck et du Prinz Eugen. La preuve visuelle venait confirmer les soupçons de l'amirauté. L'amiral John Tovey fit alors sonner le branle-bas de combat pour toute la flotte de l'Atlantique. Le croiseur de bataille HMS Hood, le cuirassé HMS Prince of Wales et 6 destroyers quittèrent au plus vite l'Islande pour intercepter l'ennemi. Le soir même, tandis que l'escadre allemande quittait Bergen, le Prinz Eugen ravitailla en mer auprès du pétrolier Böhm. Le Bismarck, lui, ne le fit pas. Par excès de confiance ou à cause d'un manque de coordination, Lutyens décida de poursuivre sa route sans prendre de combustible. Ce choix, il allait le regretter très vite. Au matin du 22 mai, les destroyers d'escorte durent rebrousser chemin. Leur rayon d'action ne leur permettait pas de s'aventurer plus loin dans l'Atlantique. À partir de cet instant, le Bismarck et le Prinz Eugen naviguèrent seuls. Le temps se dégradait, la mer grossissait, autant d'éléments que Lutyens considérait comme des alliés, moins d'yeux britanniques pouvant les repérer dans cette purée de poids. À bord du Bismarck, la tension monta d'un cran. Chacun connaissait la possibilité d'une rencontre fortuite avec des navires ennemis tapis derrière les bancs de brume. Les servants de DCA répétèrent leurs procédures, les équipes de torpilleurs vérifièrent de compartiments et culasses, les guetteurs fouillèrent sans relâche l'horizon noyé de gris. Les ingénieurs, eux, surveillaient les systèmes de propulsion comme on veille un cœur fatigué. La moindre avarie pouvait réduire la mission à néant. Le 23 mai, les turbines du Bismarck ronflaient à 27 nœuds, lorsque Lutyens s'engagea dans le détroit du Danemark. Une brume épaisse plaquait la mer, limitant la visibilité à quelques kilomètres. Malgré la saison avancée, de grands icebergs jaillissaient par instants du lait blanc de la brume, obligeant le cuirassé à des embardées soudaines. Avancer dans ces eaux, au nord de l'Islande, relevait du pari quotidien. Au crépuscule, les opérateurs radars allemands détectèrent un écho à près de 40 km. C'était le croiseur britannique HMS Suffolk, déjà en train de transmettre sa position. Lorsqu'un second croiseur, le HMS Norfolk, approcha de trop près, le Bismarck ouvrit le feu. 5 salves de ses pièces principales. 3 obus touchèrent le Norfolk, qui s'abrita prestement derrière un écran de fumée. Mais le recul colossal des canons de 380 mm endommagea le propre radar du Bismarck, neutralisant un atout essentiel. Lutyens ordonna alors au Prinz Eugen de prendre la tête et de servir Dieu au groupe. Il tenta ensuite une manœuvre audacieuse de 180 degrés pour surprendre ses poursuivants, mais le Suffolk, guidé par son radar, déjoua le piège. Toute la nuit, les deux forces naviguèrent l'une contre l'autre, à tâtons, dans la pénombre et les cadsons. À 5h45, le 24 mai, les veilleurs du Bismarck repérèrent des panaches de fumée à l'horizon. Le Hood et le Prince of Wales arrivaient enfin, retardés par des tempêtes qui avaient secoué l'Atlantique des jours durant. Lutyens abaissa ses jumelles et ordonna aussitôt « Au poste de combat ». Partout dans le navire, les hommes coururent à leur position. On verrouilla les cloisons étanches, on arma les charges et on aligna les hausses. 7 minutes plus tard, à environ 28 milliards, le Hood tira la première salve. Le Prince of Wales fit de même 1 minute après.
Les Britanniques, sous le commandement du vice-amiral Lancelot Holland, se répartirent la cible, mais une erreur s'insinua d'emblée. Le Hood braqua ses tirs sur le Prinz Eugen au lieu du Bismarck. Les Allemands répliquèrent aussitôt. Les navires britanniques approchèrent de face, ne pouvant utiliser que leur tourelle avant, tandis que les Allemands, en présentant le flanc, alignaient une puissance de feu complète. Holland ordonna une manœuvre sur bâbord pour dégager la batterie arrière du Hood. Désormais, les deux navires britanniques concentrèrent enfin leur feu sur le Bismarck. Le premier coup au but vint toutefois du Prinz Eugen. Un obus de 203 mm déclencha un incendie sous le pont du Hood, plongeant l'équipage dans une cohue de cris, d'ordres et de tuyaux à incendie. Sur la passerelle du Bismarck, les pointeurs ajustèrent calmement. Après plusieurs corrections, la batterie principale lâcha des salves à cadence maximale contre le Hood, tandis que les pièces secondaires de 150 mm criblaient le Prince of Wales. Holland tenta un nouveau changement de cap, mais l'avantage tactique restait allemand. Le Prinz Eugen reporta alors son tir sur le Prince of Wales, qui se mit à brûler par endroits, touché à plusieurs reprises. Lütjens, voyant l'opportunité, fit placer le Prinz Eugen dans le sillage du Bismarck pour mieux coordonner les feux. À 6 heures précises, alors que le Hood initiait une nouvelle manœuvre, un obus perforant du Bismarck traversa son pont et atteignit la Sainte-Barbe arrière. L'explosion fut foudroyante. Le Hood se brisa en deux entre le mât et la cheminée. 8 minutes seulement après le premier coup tiré, le navire amiral de la Royal Navy coulait, emportant 1416 vies. Un silence dur et glacial retomba un instant sur les eaux grises avant que le vacarme des salves ne reprenne. Le Hood disparut, le Bismarck concentra ses tirs sur le Prince of Wales. Ce dernier parvint à placer quelques obus au but, l'un inonda une salle de générateur, un autre perça l'étrave, mais il était clairement dominé. Quand une salve du Bismarck frappa sa passerelle, il n'eut plus d'autre choix que de décrocher. Le capitaine Lindemann souhaita le poursuivre pour en finir, mais Lütjens refusa. Abattre un deuxième cuirassé aurait été un exploit, certes, mais rester plus longtemps dans le détroit signifiait risquer la rencontre avec le gros de la flotte britannique. Il était 6h13. En 21 minutes, le Bismarck avait tiré près d'une centaine de projectiles. Pourtant, tout n'allait pas pour le mieux. 3 impacts ennemis avaient endommagé la coque, et, alors que le navire diminuait sa vitesse en mettant cap au sud, une longue traînée de pétrole venait souiller son sillage. À 8h01, Lütjens transmit à Berlin « Cuirassé de bataille, probablement le Hood, coulé. Un autre cuirassé endommagé, 2 croiseurs lourds maintiennent le contact. » Pendant quelques heures, le Bismarck sembla se volatiliser dans l'Atlantique. Mais un hydravion britannique Sunderland repéra bientôt une bande sombre qui s'étirait dans le clapot du pétrole. L'alerte fut donnée aussitôt. Le Suffolk et le Norfolk accélérèrent, escortant de loin le Prince of Wales, où les équipes de canonnage s'échinaient à réparer. À Londres, Churchill reçut la nouvelle et répéta son ordre sans détour « Couler le Bismarck ». En quelques heures, tous les bâtiments disponibles convergèrent vers la zone. La flotte de l'Atlantique poussa ses machines comme un seul homme. Le cuirassé HMS Rodney abandonna son escorte et mit cap au nord-ouest. Des croiseurs légers ratissèrent le détroit du Danemark. Même les anciens cuirassés de la classe Revenge furent rappelés. Au total, 6 cuirassés et croiseurs de bataille, 2 porte-avions, 13 croiseurs et 21 destroyers se mirent à suivre la trace huileuse laissée par le Bismarck. De son côté, le grand amiral Dönitz lança tous les U-boots disponibles. 5 sous-marins, au sud du Groenland, devaient intercepter les poursuivants, tandis qu'un second groupe gagnait la baie de Biscay pour former un cordon protecteur vers la France occupée. Au soir du 24 mai, le Suffolk et le Norfolk gardèrent leur distance, tenus à l'écart par la puissance de feu allemande, avec le Prince of Wales en arrière-plan. Peu après, sous des trompes d'eau, des biplans torpilleurs Swordfish du porte-avions HMS Victorious localisèrent leur proie. Menés par le lieutenant-commandeur Eugène Esmond, ces avions dépassés d'apparence, lents mais endurants, traversèrent une muraille de feu anti-aérien. Un torpille frappa la ceinture blindée du Bismarck. La secousse fut violente, les dégâts finalement limités. Cette nuit-là, le Bismarck obliqua plein sud vers la France, tandis qu'une partie de la Royal Navy faisait fausse route, persuadée qu'il retournait vers la Norvège. Lütjens, décidé à rendre compte, rompit alors le silence radio
et transmit un long message à Berlin. Les stations d'écoute britanniques captèrent la communication en direct. Grâce à la radiogoniométrie, elles triangulèrent la position et devinèrent la destination probable, Saint-Nazaire, pour ravitaillement et réparation. Bien que le Bismarck tînt encore 21 nœuds, son étrave endommagée embarquait de l'eau de manière dissymétrique, obligeant à consommer le fuel de façon inégale pour garder l'assiette, une gageure sur mer formée. Côté britannique, tout n'allait pas mieux. Par manque de carburant, le Prince of Wales, le Repulse, le Victorious et 4 croiseurs cessèrent la poursuite. Restèrent en chasse le King George V, le Norfolk, et un groupe de destroyers sous les ordres du capitaine Philippe Vian, auquel se joignait, depuis Gibraltar, une seconde force, la force H de l'amiral James Somerville, avec le porte-avions Ark Royal et le croiseur de bataille Renown. Leur objectif était clair: intercepter le Bismarck avant qu'il ne gagne la protection des ports français et du couvert aérien de la Luftwaffe. Le 26 mai à 10h30, un Catalina repéra le Bismarck et sa traînée de pétrole. Quelques minutes plus tard, des Swordfish de l'Ark Royal confirmèrent le contact, tandis que le capitaine Vian poussait ses destroyers plein cap vers l'ennemi. À un peu plus de 100 km des côtes françaises, le Bismarck allait affronter la puissance combinée de la Royal Navy, convergeant sous une pluie battante et dans une mer de plus en plus dure. Dans l'après-midi du 26, l'Ark Royal lança 15 Swordfish à 14h50. Personne ne les avait prévenus que le croiseur HMS Sheffield se trouvait à proximité immédiate du Bismarck. Le malentendu faillit coûter cher. Les pilotes, prenant le Sheffield pour leur cible, larguèrent des torpilles magnétiques qui dysfonctionnèrent ou explosèrent dans la houle. Le Bismarck, imperturbable, continuait sa route dans la tempête, tandis qu'une seconde vague de Swordfish décollait déjà, équipée cette fois de torpilles à contact. La guerre a parfois un sens cruel de l'ironie. Le sous-marin allemand U-556 croisa alors juste sous l'Ark Royal et le Renown, idéalement placé pour porter un coup terrible, mais il n'avait plus un seul torpille à tirer. Il ne put qu'observer, impuissant, la suite des événements. Peu après 20 heures, les Swordfish revirent le Sheffield et piquèrent au ras des vagues, sous une pluie froide. 3 appareils se perdirent dans les grains, incapables de maintenir la formation. Les autres continuèrent, filant droit entre les gerbes noires de la DCA. À 20h47, ils eurent enfin le Bismarck en visuel. Les canons anti-aériens vomirent instantanément leur feu, trouant le ciel sombre. Les biplans, lents mais étonnamment manœuvrant à très basse vitesse, bondirent au-dessus des crêtes d'écume pour éviter la mitraille. Un torpille frappa au centre du navire sans conséquence décisive. Un autre percuta la poupe et bloqua le gouvernail. Soudain, le cuirassé le plus redouté de l'Atlantique ne pouvait plus gouverner. Tandis que les avions rompèrent le combat, le Bismarck braqua sa batterie principale vers le Sheffield. Une seconde salve aspergea son pont d'éclats. Le croiseur britannique masqua sa retraite dans un rideau de fumée, disparaissant dans la purée de brume, avec encore des gerbes d'eau explosant autour de lui. Le Bismarck, privé de gouvernail, continuait d'avancer mais ne maîtrisait plus sa route. La Royal Navy, elle, se resserrait, piquant d'est, du nord et de l'ouest. L'amiral Tovey, recevant des rapports minute par minute, infléchit sa force vers le sud pour couper la route à l'aube lorsque le soleil levant dessinerait la silhouette du Bismarck comme une cible toute trouvée. Depuis le nord, le Norfolk approchait. Depuis l'ouest, le Dorsetshire. Derrière, l'Ark Royal et la force H suivaient à pleine vitesse, prêts à frapper à nouveau si besoin. À bord du Bismarck, les équipes de sécurité luttaient dans un enfer d'embrun pour libérer le gouvernail coincé. Les vagues balayèrent les ponts. On tenta des manœuvres au moyen des seules hélices, en jouant sur la poussée, mais l'effet restait insuffisant. Le dommage conjugué à la tempête imposait au navire une grande courbe, le ramenant inéluctablement vers la mâchoire qui se refermait. À 23h40, Lütjens expédia son dernier message opérationnel. « Navire ingouvernable. Nous nous battrons jusqu'au dernier obus. Heil ». La fin, coupée, n'en disait pas moins tout. 1 heure après l'attaque des Swordfish, la tempête faisait toujours rage lorsque les destroyers Maori et Pioron aperçurent le Bismarck à travers les rideaux de pluie et d'écume. Le Pioron, tout feu tout flamme, s'approcha seul, feu allumé, pour arborer fièrement son pavillon polonais, un geste de défi en mémoire d'un pays meurtri. Le vent empêcha tout lancement de torpilles efficaces.
Après un bref échange de tirs, il se retira. La flottille se dispersa pour harceler tour à tour. Durant la nuit, les destroyers cosaques, maoris, zoulous et sikhs lancèrent 16 torpilles. Aucune ne fit mouche. Les canonniers du Bismarck, exténués mais tenaces, maintinrent pourtant une discipline de fer, allant jusqu'à abattre l'antenne radio du cosaque. Pour éclairer la scène, Tovey fit tirer des obus éclairants qui blanchirent le ciel, découpant la silhouette du Bismarck au-dessus des vagues, spectre d'acier offert à l'aube naissante. Dans les entrailles du navire, trempés et hagards, les marins allemands vivaient leur dernière nuit de service, entre bruit de pompe, odeur d'huile chaude et vibration d'une coque meurtrie. À la première lueur du 27 mai, Lütjens ordonna de préparer l'hydravion Arado 196, chargé du journal de bord, de clichés du naufrage du Hood et de dépêches scellées pour Berlin. Mais la catapulte, abîmée lors du combat contre le Prince of Wales, était hors d'usage. L'appareil, plein de carburant, devint un danger. On n'eut d'autre choix que de le pousser à la mer et de le regarder disparaître entre deux lames grises. À 7h10, Lütjens envoya son ultime appel, demandant un rendez-vous avec un U-boot. Le U-556, pourtant proche, n'en eut pas connaissance. Il était en immersion. Le jour se leva sur un Atlantique dur, ciel bas, vent de nord-ouest, mer creuse. Tovey différa l'attaque pour bénéficier d'une visibilité optimale. Les navires britanniques cernaient déjà leur proie. Le Renown resterait en retrait. Son blindage trop léger rappelait cruellement la perte du Hood. Le Rodney, en revanche, reçut carte blanche pour réduire la distance à 15 milliards. Dans la brume, le Norfolk fut le premier à reconnaître la masse esquintée du Bismarck et transmit un signal à la flotte. Quelques minutes plus tard, les veilleurs du King George V distinguaient à leur tour sa silhouette, à environ 25 milliards. À 8h47, le Rodney tira la première salve, bientôt suivi par le navire amiral. Le Bismarck répliqua, mais, brinque-ballé par la mer et privé de manœuvre, ne réussit qu'un impact partiel sur le Rodney. Peu après 9h, les obus de 406 mm du Rodney balayèrent la superstructure avant du Bismarck, anéantissant le poste principal de conduite de tir et fauchant la plupart des officiers supérieurs. En quelques minutes, les tourelles avant furent réduites au silence. Le poste arrière prit le relais brièvement, avant d'être lui aussi neutralisé. Les croiseurs Norfolk et Dorsetshire entrèrent à leur tour dans la danse avec leurs 203 mm. L'un après l'autre, les canons principaux du Bismarck tombèrent au mutisme. Le premier officier Hans Hulse, désormais plus haut gradé survivant, parcourut les compartiments pour donner l'ordre d'auto-sabordage, ouvrir les vannes, cesser les réparations, préparer les charges, procéder à l'évacuation. Mais un obus du King George V traversa le blindage et explosa dans la cafétéria arrière, tuant Hulse et plus d'une centaine d'hommes. L'officier mécanicien Gerhard Junak donna alors l'ordre final, armer les charges et quitter la salle des machines. Le Rodney s'approcha à moins de 3 milliards, martelant de border la superstructure déjà en charpie. Le King George V resta plus en retrait, ses obus tombant en piqué à travers les ponts. À 10h20, les deux cuirassés britanniques frisèrent la panne sèche. Le Bismarck, gité sur bâbord, s'enfonçait de la poupe. Tovey ordonna la cessation du feu. À 10h35, une torpille du Dorsetshire frappa le flanc tribord. À 10h40, le navire commença à chavirer. À 10h45, il disparut sous la surface. En 106 minutes de combat, la Royal Navy avait tiré près de 2800 projectiles et infligé des centaines d'impacts. Le lendemain matin, le Dorsetshire et le Maori repêchèrent respectivement 85 et 25 survivants, arrachés à un Atlantique glacé. Mais un signalement de périscope força le Dorsetshire à interrompre les recherches, laissant des centaines d'hommes à la mer. L'aspirant Joe Brooks plongea pour sauver des marins blessés. L'un, amputé des deux bras, se maintenait à une haussière avec les dents, et manqua de se noyer lorsque le croiseur dut repartir en hâte. Au total, seulement 109 Allemands furent ramenés par des bâtiments britanniques. Plus tard, l'U-74 récupéra 3 hommes sur un radeau et le navire météorologique allemand Sachsenwald en recueillit 2 autres. Le croiseur espagnol Canarias ne trouva personne. Sur plus de 2200 membres d'équipage du Bismarck, 114 survécurent. Ainsi s'acheva, au milieu de l'acier tordu et des nappes d'huile,
la légende du cuirassé le plus redouté de l'Allemagne.